3e conseil départemental d'analyse et de vigilance Covid-19. Avant de rappeler qu'est-ce qu'est ce conseil pour l'exposer à notre invité du jour, que je remercie de sa présence, le député Jean-René Cazeneuve, je voudrais juste simplement, avec des mots simples, redire que nous sommes, vous le savez, aujourd'hui dans un jour de deuil national en l'hommage de l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Donc nous avons une pensée en ce moment de recueillement national. Et au fond, puisque l'ancien président, on l'oublie peut-être parfois, est décédé probablement de son grand âge, mais aussi de la Covid, je crois qu'on ne pouvait pas faire meilleur hommage, nous, que de nous rassembler, nous réunir, élus, experts, citoyens, pour au fond travailler ensemble. Comme il l'aurait souhaité, c'est réunir au maximum les Français, réunir au maximum les Gersois pour limiter les conséquences de cette crise. Donc ce sera notre façon au CDAV de participer à cet hommage national. Monsieur le député, merci d'être ici avec nous. Ce conseil, vous en avez déjà entendu parler, mais je rappellerai en quelques mots qu'il est né au fond parce que il nous a semblé que la gestion de cette deuxième vague était différente de la première. Autant la première nous a mobilisés, nous, comme collectivité départementale, pour la fourniture de matériel en tout genre, autant cette fois-ci, parce que le matériel globalement est là, il nous a semblé préférable de réfléchir aux actions que nous pouvions mener pour réduire effectivement l'impact négatif de cette crise dans la durée auprès des Gersoises et des Gersois. Et donc, de cela est né ce conseil qui a réuni dans un premier temps 3 collèges, un collège d'élus départementaux, un collège de l'administration départementale et un collège d'experts. Et rapidement, je me suis aperçu que souvent, nous participons ensemble à des tas d'audioconférences avec monsieur le préfet, mais souvent nous sommes un peu, je veux dire, entre nous, et la dimension citoyenne me semblait effectivement importante. D'où l'idée de créer un 4e collège, le collège citoyen, qui a donné lieu par tirage au sort sur des volontaires à la désignation de 5 citoyennes et citoyens, qui sont les membres du collège citoyen. Ce sont toujours les mêmes qui sont là. La seule chose que nous faisons, c'est que si l'un ou l'une d'entre elles ne peut pas venir, nous avons une liste, je vais dire, complémentaire avec tirage au sort qui permet qu'il y ait toujours le même nombre de citoyens. Cette séance dont nous souhaitons qu'elle ne dure jamais plus d'1h30 pour qu'on travaille dans de bonnes conditions, est aussi retransmise sur un Facebook Live qui donne lieu pour les citoyens aussi à des questions qui nous sont posées et sont posées éventuellement à notre invité, que je transmets et qui permettent de faire ça. Alors pour que vous les connaissiez, dans le collège élus départementaux, il y a en dehors de moi Bernard Jean, qui est en même temps président du SDIS, donc une importance particulière. Il y a Céline Salle, qui est présidente de la Comcom à Starac. Il y a Philippe Dupouille, qui est là en visio. Il y a Robert Fréret, conseiller départemental. Et il y a normalement Michel Gavas, mais qui ne peut pas être là aujourd'hui. Collège d'administration, il y a Robert Roquette, le directeur général des services. Sandrine Portail, qui est la directrice enfance et famille. Yannick Bompard, qui est le directeur général adjoint de notre solidarité, et Samuel Masnès, qui est le directeur de la maison du handicap, parce que la question aussi des handicapés est une question très prégnante. Un collège d'experts avec, il est là présent, le chef du service de la PMI chez nous, le docteur Jérôme Clouzot, dont les interventions sont suivies avec toujours beaucoup d'intérêt par les internautes. Le colonel Ferrest du 1032, le directeur de Public Labo, là où nous envoyons nos tests, Emmanuel Esposito, le docteur Françoise Briffaut, qui est le service médical du département, et Corinne Chalroux, qui est une ancienne cadre hospitalière. Et puis donc le collège citoyen, avec en présentiel ici Laura Guérin et Sandra Listouzi, voilà. Et puis en visio, on a Michel Fauchier, Bérangère Potra et Gérard Abeyé. Aujourd'hui, vous êtes notre principal invité, mais d'autres invités nous font le plaisir aussi d'être là pour nous donner des éléments complémentaires. C'est le cas de Jean-Claude Hernandez, le directeur départemental des finances publiques,
savez que nous apprécions toujours ces présentations précises telles qu'il les fait. Il y a également Jean-Michel Blais, que je remercie aussi d'être là, et Julien Lacroix, qui est le directeur du laboratoire SYNLAB de Gascogne, qui est également présent. Est-ce que M. Blais est en ligne? Monsieur Blais? Je le vois, tout dans la pénombre, mais il ne me voit pas. Monsieur Blais? Excusez-moi, j'ai figé. Il y a un problème de réseau. Est-ce que Blais, Monsieur Blais, est-ce que vous nous entendez? Il bouge. Il bouge, c'est déjà ça. Peut-être je pourrais faire un panneau et marquer Monsieur Blais. Il y a un problème de débit. Oui. Oui, Vous entendez, bonjour. Monsieur Blais? Ah, d'accord. On ne vous entendait pas. Monsieur Blais, est-ce que, avant que je passe la parole à Jean-René Cazeneuve, et comme je sais que vous devez à un moment donné vous échapper, peut-être pourriez-vous nous faire un petit point. Je vous entends assez mal, excusez-moi. Nous, on vous entend. Monsieur Blais? On l'a entendu pourtant. Oui, mais c'est très. Non, il faut peut-être qu'il ait l'image pour avoir plus de débit. Monsieur Blais? On a un problème avec lui, Thierry? Oui, il y a un problème de son, mais chez lui, a priori. Oui, oui. Je suis désolé, je vous entends très très mal, Monsieur le Président. Ben, nous, on vous entend pour le moment. C'est assez. C'est plus. Mais très mal. Il y a un problème de son. Bon, on va essayer de rétablir la ligne. On va passer à autre chose et on va essayer d'établir la ligne. Hein, d'accord? Non, parce que je voulais bien sûr la voir parce qu'on a une circulation dans le Gers qui est quand même à la hausse, qui est parmi, en France, les plus à la hausse. Le préfet du Gers a pris un arrêté ô combien nécessaire qui est limitatif, et en tout cas qui est incitatif et même obligatoire pour le port de masque dans les villes de plus de 1500 habitants. C'est une bonne chose d'avoir fait cela. Enfin, moi, je soutiens parfaitement ça. Mais pour autant, on a peut-être des explications sur le fait que certains clusters peuvent expliquer aussi cette hausse-là. Donc, on le verra. Donc, en attendant de retrouver la ligne dans de bonnes conditions avec ce Blais, nous avons souhaité, vous savez qu'on met toujours une thématique en jeu, nous avons souhaité effectivement faire un focus sur l'économie gersoise, peut-être d'abord avec une vision un peu nationale, mais aussi gersoise face à la crise de la Covid-19. Comme on le sait, cette crise, elle est sanitaire, elle est économique, elle sera ou elle est déjà sociale. La semaine prochaine, nous parlerons de l'aspect social de cette crise, mais sur l'aspect économique, le gouvernement a engagé un nombre considérable de dispositifs de soutien pour préserver, relancer l'économie. Nous avons l'autre jour participé à une réunion du comité France Relance Gers, où le préfet a pu nous dire quels étaient l'ensemble des financements, que ce soit en soutien des entreprises ou en projets financés qui étaient mis. On a des chiffres, bien sûr, qui nous sont donnés. Donc, je voulais avoir, monsieur le député, votre vision de cet aspect économique de la crise sanitaire que nous connaissons sous tous ces aspects, comme je vous le dis, à la fois l'engagement national, les décisions du gouvernement et son application dans un département comme le nôtre. Très bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à tout le monde. Je suis très heureux d'être là. Je vous remercie sincèrement pour votre invitation. Vous féliciter, je ne sais pas si je peux, mais pour cette initiative, je crois qu'elle est extrêmement importante. Donc je le fais sans retenue.
on n'invite jamais assez les citoyens à participer à notre réflexion. Et je sais que vous êtes moteur sur ce sujet dans plein de domaines, et je trouve que c'est une excellente décision que d'avoir ce conseil. Comme vous l'avez dit, la crise est d'une violence absolument inconnue. C'est la première fois qu'on fait face à cette crise, et on a besoin de tout le monde. Je vais vous parler un petit peu de ce que l'État essaye de faire, mais on ne peut pas réussir ce plan de relance. Évidemment, on ne peut pas réussir non plus à surmonter cette crise si les collectivités territoriales ne sont pas elles aussi au premier plan, si les entreprises ne participent pas, si les associations ne participent pas et si les citoyens ne participent pas. Donc, je crois que c'est l'affaire de tous, et il ne faut pas ici, et ce n'est pas du tout le cas, mais ça peut arriver quelquefois dans d'autres endroits, oser l'action qui est faite par l'État et l'action qui est faite par les collectivités territoriales. Nous avons besoin que ces actions soient coordonnées et qu'elles soient massives. Si vous permettez, je vais peut-être je voudrais parler effectivement la manière dont s'organise l'ensemble des dispositifs. Dans un deuxième temps, vous parlez plus spécifiquement de ce que ça veut dire pour le GERS. Peut-être parler après pour le plan de relance. Si j'ai 2 minutes, même si c'est un peu en dehors de mon scope, mais parler de la politique vaccinale, qui est un des prochains enjeux aussi, voilà, l'évoquer très rapidement. Sur la partie globale, quand on regarde ce qu'a fait le gouvernement, il est dans la procédure budgétaire. Vous savez, le Parlement vote un budget en fin d'année, c'est ce qu'on fait pour l'année prochaine. Et puis en fin d'année, il y a vaguement un budget rectificatif qui permet de mesurer les écarts. Là, devant la violence de la crise, il y a eu 4 budgets rectificatifs, un premier en mars, un deuxième en mai, un troisième au mois de juillet, et un quatrième qu'on vient de voter. Et on est parti sur des dispositifs, j'ai dit au démarrage, très massifs de soutien, avec le fonds de solidarité qui a été annoncé dans les heures qui ont suivi l'annonce du confinement, avec des mesures de chômage partiel, des mesures extrêmement fortes. Et là, je voudrais aussi remercier les services de l'État qui ont fait preuve d'une très grande réactivité. C'est-à-dire que le fonds de solidarité, il a été payé dans le GERS, aux petits entrepreneurs, aux indépendants, aux commerçants, il a été payé dans le mois qui a suivi. Et le chômage partiel, pour soutenir l'activité, il a été là aussi payé dans les semaines qui ont suivi son annonce. Alors que c'est une complexité évidemment extrêmement forte. Donc il y a eu au démarrage ce plan massif sur lequel je reviendrai, et puis après il y a eu des dispositifs complémentaires. On s'est aperçu qu'on avait oublié telle ou telle population, et puis après on a eu des soutiens qui ont été plus précis au fur et à mesure que la crise se déroulait. C'est-à-dire on s'est dit, tiens, il y a un problème particulier sur le tourisme, alors on est allé rajouter des dispositifs pour le secteur touristique, pour le secteur de la restauration, évidemment, pour le secteur culturel. Donc, à ce dispositif massif du démarrage sont venus s'ajouter un certain nombre de dispositifs spécifiques, ciblés et sectoriels. L'objectif de tout ça, et c'est un effort qu'on peut évidemment tout critiquer, et tout ça dans une jolie démocratie, donc c'est un droit, mais l'effort pour soutenir l'activité économique, puisque c'est notre thème aujourd'hui, a été probablement un des plus importants au niveau mondial. Et c'est un pari un peu bizarre. Les gens peuvent nous regarder, c'est qu'on a pratiquement fonctionnariser l'ensemble de l'économie pendant quelques semaines et quelques mois. C'est l'État qui a payé les salaires de tout le monde, ou pratiquement. Donc, c'est un effort considérable. Le pari qui est que il faut essayer de maintenir les entreprises, maintenir le savoir-faire, maintenir les emplois pendant cette période. Et puis quand on sortira de cette crise, eh bien, elles redémarreront, j'ai presque envie de dire, comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'on maintient les entreprises de manière à et ça a marché. Ça a marché puisque sur le troisième trimestre, le rebond de l'activité économique a été absolument incroyable. C'est-à-dire que voilà, les ressources étaient là, les entreprises étaient là.
Ça a marché parce qu'aujourd'hui, il y a des statistiques qui sont assez surprenantes. Mais le nombre de défaillances d'entreprises baisse par rapport à l'année dernière. Alors, c'est reculé pour mieux sauter, hélas, parce qu'on sait qu'on aura ce drame social et ce drame économique. Mais en tous les cas, il y a ces efforts pour maintenir l'activité économique. Et donc voilà, je trouve que c'est quelque chose qui a été payant. Si je ne vais pas revenir sur le je répondrai à vos questions, je vais essayer de faire le plus court possible pour cette partie d'exposé. Mais donc le quatrième budget rectificatif, celui qu'on a voté donc, il y a quelques semaines, il y a 15 jours, bon, il y a 20 milliards supplémentaires pour venir aux aides, pour venir en aide aux entreprises, avec la baisse des impôts de production. Depuis le mois de mars, c'est 470 milliards. Alors, c'est vrai que ces chiffres, quelquefois, font. Ne peut dire grand-chose au-delà de ces sommes-là, mais c'est 470 milliards qui ont été mobilisés depuis le début de la crise. Il y a 10,9 milliards dans ce quatrième plan pour les fonds de solidarité, qui va atteindre maintenant 19,4 milliards au niveau national, 3,2 milliards sur le financement du chômage partiel, 3 milliards supplémentaires sur l'exonération de cotisations sociales, 1,9 milliard supplémentaires pour les établissements de santé, et puis 1,1 milliard pour le soutien aux plus vulnérables avec la mobilisation pour les bénéficiaires de RSA, du chômage. Donc voilà, le quatrième plan. Monsieur le député, justement, au fond, vous l'avez dit d'ailleurs d'une certaine façon en disant tous ces milliards, parfois, si je peux me permettre, le sentiment qu'ont parfois les gens, c'est qu'effectivement, on leur présente comme ça une cascade de milliards d'euros dans un quoi qu'il en coûte, qui était effectivement la bonne décision à prendre au tout début de cette crise. Et parfois, les gens peuvent avoir le sentiment qu'ils ne savent pas comment réellement et concrètement. Catherine, sur le Facebook Live, nous envoie cette question. Elle dit: Monsieur le député, les aides économiques sont-elles réservées aux entreprises qui restent fermées? Mon activité est quasi réduite de 70%. Si j'ai droit à quelque chose, où m'adresser? Vous voyez la question citoyenne, chef d'entreprise d'ailleurs, qui est posée et qui est significative, parce qu'on en a souvent mais concrètement, est-ce qu'il y a effectivement quelque chose? Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question-là. Mais... Alors, personne. Oui. Monsieur Hernandez. C'est Jean-Claude Hernandez ici. Je n'ai pas pu me joindre à des problèmes de firewall et difficultés de se connecter par visio, mais je suis présent en audio là depuis un petit moment. La question, si vous m'autorisez, monsieur le député, de la capacité sur les entreprises qui ne sont pas fermées administrativement, mais qui ont connu des baisses significatives de leur chiffre d'affaires, c'est une question qui est réglée par le dispositif. C'est-à-dire que dans les proportions qu'indique cette dame, elle n'a qu'à nous saisir si elle n'y arrive pas, ou elle peut se rendre de sa propre initiative sur un.gouv.fr et elle peut bénéficier d'une indemnité, notamment pour le mois de novembre, qui est un mois crucial, qui peut aller jusqu'à 10 000 euros. C'est une somme intéressante. Mais mes services restent bien évidemment à la disposition de cette dame pour l'accompagner s'il y a un sujet. Et j'imagine que les conseillers du département sont dans les mêmes dispositions et dans le même engagement. Alors, merci monsieur Hernandez. Monsieur Cazeneuve. Oui, je vais essayer de terminer le propos. Chacun ici doit être conscient que ce ne sont pas des effets d'annonce. Bien sûr qu'il y a toujours de la communication, mais les sommes qui sont avancées correspondent vraiment à des fonds. Alors quelquefois on additionne un peu des choux et des carottes, parce qu'il y a à la fois des sommes qui sont prêtées par l'Europe, à la fois il y a des sommes qui sont des avances simplement, il y a des sommes qui sont des baisses de cotisation, il y a des sommes qui sont du soutien à l'investissement, des sommes qui arrivent directement dans la poche des Français, d'autres qui sont des baisses de charges pour les entreprises. Donc voilà, c'est vrai que ces sommes-là donnent le tournis à tout le monde, mais ils correspondent à quelque chose. Et je vais vous donner, pour l'illustrer, je ne peux pas faire beaucoup mieux que l'illustrer, ce qui se passe dans le Gers, ce qui a déjà eu lieu. Je ne parle pas des 100 milliards du plan de relance. Il y a, sur le fonds de solidarité, 24 millions d'euros ont été versés pour 5687 entreprises. En Gers, c'est quand même beaucoup, parce qu'on sait qu'on a un tissu quand même pas si important que ça. Le prêt garanti par l'État, c'est 240 millions d'euros.
1800 dossiers dans le Gers. Le report d'échéance fiscale, c'est 7,5 millions pour 146 dossiers. Les aides directes versées par l'URSSAF aux artisans et commerçants, c'est 3,6 millions d'euros pour 4400 dossiers. L'activité partielle dans le Gers, tout ça, toujours. Ce sont 27 000 salariés dans le Gers qui ont bénéficié dans 3400 entreprises. Les mesures de bienveillance fiscale, entre guillemets, bienveillance, c'est près de 700 entreprises qui en ont bénéficié pour 8 millions d'euros dans notre département, et j'en passe. J'en passe. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui sont concrètes, mais vous avez raison, il y a un combat maintenant pour, et beaucoup de gens s'y attellent, la Chambre de commerce donne de la visibilité sur les aides aux entreprises, la région apporte aussi des soutiens différents, donc il y a un travail effectivement de visibilité, je le fais à ma modeste échelle pour essayer de faire en sorte que ces dispositifs soient connus, et je crois que c'est donc aussi un des objets de ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, ce ne sont pas les dispositifs qui manquent, ils sont extrêmement nombreux. La difficulté est plus de s'assurer que les entreprises y accèdent, que les particuliers y accèdent et qu'ils aient cette information. Pour le Gers aussi, je voudrais parler un petit peu du soutien qui est apporté au commerce et aux commerçants, parce que c'est un point particulier. Ils ont beaucoup souffert. Ils souffrent déjà de manière générale d'un contexte de la concurrence avec les grandes surfaces, une concurrence avec l'Internet. Il y a eu des épisodes de gilets jaunes qui les ont fait souffrir aussi l'année dernière. Donc voilà, c'est quand même une population, les commerces qui ont beaucoup souffert dans notre département. Il y a des mesures qui sont prises, là aussi très concrètes. Je vous en cite quelques-unes. Le report des soldes et du Black Friday, qui était une de leurs demandes. Des soutiens à la numérisation de ces commerces, le soutien des collectivités pour créer des plateformes. On soutient les collectivités pour créer des plateformes au sein de chaque. Vous savez que acheter à Auch, acheter à Marciac, voilà, ce type de plateforme par commune, 20 000 euros par commune, une indemnité, le directeur de la DGFiG a parlé de 10 000 euros via le fonds de solidarité pour toutes les entreprises. Donc qui sont fermés administrativement, en particulier des exonérations totales de cotisations salariales pour les secteurs du tourisme, de la culture, du sport, de l'événementiel, qui sont particulièrement touchés. Il y a toujours les prêts garantis par l'État, il y a des prêts directs de l'État. C'est-à-dire que si les entreprises ne peuvent pas accéder à des prêts via leur banque, normalement aujourd'hui donne des facilités, bien l'État peut intervenir de manière directe. Il y a la possibilité d'annuler pour les commerçants aussi, on aide les bailleurs qui feraient de la gratuité sur les loyers des commerces. Il y a une déduction fiscale pour les bailleurs qui font ça. Et on l'a étendu aux collectivités territoriales d'ailleurs. C'est pas tout à fait un crédit fiscal qu'on ne peut pas. Enfin, c'est un dispositif un peu plus compliqué, mais qui permet aux collectivités qui ne font pas payer le loyer de le faire. Un soutien à la numérisation des commerçants pour 100 millions d'euros, etc., etc., etc. Il y a, alors je vais le donner pour répondre à la question de cette dame, il y a un numéro à destination des entreprises qui est le 0806 000 245, qui est un numéro vert unique qui permet là aussi aux entreprises, mais je vous renvoie aussi à la CCI qui fait son travail. Voilà, ça c'était pour les deux premiers points, le dispositif un peu global de soutien, l'impact dans le Gers. Et puis, peut-être, pour terminer sur cet aspect économique, parler quelques minutes du plan de relance. Ce sont là des opportunités vraiment majeures pour notre département. Donc, je le disais tout à l'heure, il faut que notre activité économique reparte. Pourquoi? Parce que quelquefois on fait une opposition un peu caricaturale ou idiote entre l'économique et le social, il faut faire plus de social, moins d'économie. Bon, la réalité, on le voit, hélas, à une sorte de grande échelle, c'est que quand l'économie s'arrête, eh bien, ça crée beaucoup de pauvreté, ça crée beaucoup de drames sociaux, ça crée... et donc, on va avoir... Bon, il est urgent que l'économie redémarre pour qu'évidemment, on retrouve un niveau d'emploi, un niveau d'investissement significatif. Donc, cette nécessité de soutenir la relance, elle est collective, là aussi.
Et l'État, je vais y revenir, doit jouer son rôle. L'Europe doit jouer son rôle. Et l'Europe est au rendez-vous sur ce plan de relance. L'État, je crois, sur bien l'aspect, est au rendez-vous. Les collectivités territoriales doivent également investir. Les régions, aujourd'hui, sont engagées dans une contractualisation avec l'État pour investir le plus rapidement possible. Et elles se sont engagées. Les départements portent une part d'investissement. Les collectivités territoriales. C'est-à-dire que si les collectivités territoriales n'investissent pas pour refaire des routes, pour développer l'activité économique, eh bien la France ne repartira pas. Et c'est aussi les entreprises. Donc c'est pour ça qu'il y a des dispositifs pour aider les entreprises à investir, et j'y reviendrai avec quelques exemples. Et ce sont aussi les particuliers qui doivent avoir un niveau de confiance et investir. Investir, c'est-à-dire consommer pour les particuliers. Et on voit que pendant la crise, il y a une sorte d'économie. Alors, pas pour tout le monde, je le sais, parce qu'il y a évidemment des gens qui souffrent de cette crise. Mais les foyers français aujourd'hui sont inquiets, on peut les comprendre. L'avenir leur fait un peu peur. Et quand on est craintif sur l'évolution, eh bien, évidemment, quand on est craintif sur l'évolution, eh bien, on est prudent. Hein, on fait plutôt des économies que des folies ou que des achats impulsifs. Mais c'est la responsabilité de tout le monde. C'est la responsabilité, nous, Gersois, d'aller faire nos courses dans les petits commerçants de proximité. Ça n'est pas qu'une politique qui doit être menée par l'État. Donc voilà, j'en appelle un pour ce plan de relance. Ça n'est pas qu'une affaire de l'État. L'État fait, je crois, une partie du job. Il y a 100 milliards dans le plan de relance. Ils sont à peu près un tiers sur la transition énergétique. Donc c'est beaucoup d'argent. Là aussi, de manière dont on voit l'urgence climatique, on peut considérer que c'est pas assez, mais il y a un tiers, donc plus de 30 milliards sur la transition énergétique, avec par exemple un soutien à la prime Rénov'. Ce sont déjà 135 000 Français qui en ont bénéficié sur l'année. C'est 1 milliard aussi pour les collectivités territoriales pour qu'elles puissent faire de la rénovation thermique de leur bâtiment. Donc c'est de l'argent très concret pour le soutien à l'investissement. Il y a aussi un tiers de productivité, ce qu'on appelle la productivité. Donc c'est une baisse ce qu'on appelle les impôts de production des entreprises. Donc là aussi c'est de l'argent. Alors ça ne va pas être visible dans le Gers, mais je peux vous dire que c'est dans le Gers. Toutes les entreprises, en particulier les entreprises industrielles, elles vont payer un peu moins d'impôts sur leur activité. Pourquoi? Pour qu'elles soient plus compétitives, pour qu'elles puissent se développer et qu'elles puissent investir. En tout cas, c'est le pari qui est fait. Et puis un tiers de mesures de soutien et de solidarité. En particulier là-dedans, il y a les 8 milliards pour revaloriser les salaires du personnel soignant. Et on sait que c'était une priorité. Dans le Gers, c'est plus de 5 000 personnes. J'ai un peu de mal à avoir le chiffre précis, mais c'est plus de 5 000 personnes qui vont bénéficier de ce fameux Ségur sur la revalorisation, enfin, des salaires du personnel soignant et du personnel des hôpitaux et des EHPAD. Monsieur le député, pardon, pour donner un peu de réactivité à notre chose. J'ai une nouvelle question qui vous permettra d'ailleurs de dire des choses. Je crois qu'on a bien conscience que l'État a pris ses responsabilités dans cette affaire-là. Le préfet du Gers disait l'autre jour que globalement, le Gers, entre les soutiens aux entreprises en difficulté, le chômage partiel et les aides pour faire des projets, on est autour de 57 millions d'euros. Le Gers bénéficie d'une certaine façon dans le cadre de cela. C'est évident que l'investissement des régions, des départements, des communes est important. Pour notre part, d'ailleurs, nous ferons l'effort d'augmenter notre budget d'investissement en 2021 parce qu'on a bien conscience de l'effet levier, en quelque sorte, de ce qu'on peut faire. Donc, on va faire ces choses-là. Mais il y a effectivement des questions. Donc, Catherine, qui est une internaute qui, sur le Facebook Live, pose la question. On parle peu de l'aéronautique, petit point. J'ai peur d'un trou d'air pour l'économie gersoise et même pour l'attractivité du département. En avez-vous conscience? J'imagine que vous allez nous dire que oui, mais il est vrai que, on le sait bien aujourd'hui, les plans sociaux un peu d'importance qui concernent les entreprises gersoises concernent prioritairement
l'aéronautique, l'ATECOR, mais pas que l'ATECOR. Ouais. On sait bien qu'il y a d'autres entreprises. Donc, est-ce qu'effectivement, il peut y avoir… Pendant longtemps, on s'est félicité dans le Gers d'être une espèce de base arrière de Toulouse, en quelque sorte, sur l'aéronautique, avec des compétences qui se sont essaimées à travers tout le département. Aujourd'hui, l'aéronautique, elle est dans une grande difficulté commerciale, et donc avec des influences, bien sûr, sur les sous-traitants et l'ensemble des sous-traitants dans le Gers. Alors, évidemment, c'est un des fleurons de l'activité industrielle dans le Gers. Donc, nous avons une trentaine, je crois, de PME. Après, si on prend les choses à l'envers, Monsieur le Président, s'il n'y avait pas eu ce plan de soutien, ces 30 entreprises auraient déposé le bilan. C'est absolument aussi simple que ça. C'est-à-dire que quand du jour au lendemain, pour ceux qui travaillent dans les entreprises le savent, mais quand du jour au lendemain, vous n'avez plus de commandes, ben c'est à zéro. Quand vous visitez le site de la TECOR, c'est assez surprenant. C'est-à-dire que les commandes se sont arrêtées. Les pièces qu'ils fabriquent sont arrêtées. Vous voyez, comme si on était à Pompéi au moment du GV2. Ça s'est arrêté parce qu'ils n'ont même pas honoré, les donneurs d'ordre, les commandes qui étaient en cours. Oui, ben non, on ne veut plus. Et quand vous n'avez plus de commandes pendant 2 ans, parce que ça peut durer 2 ans au minimum sur le secteur aéronautique, bon, c'est pour ça qu'il y a eu un dispositif. Il y a à peu près 7 à 8 milliards qui ont été injectés dans le secteur aéronautique. Et il y a un dispositif qui est très particulier et qui va nous permettre, j'espère, et on y travaille, et Monsieur le Président, je sais que vous êtes aussi très impliqué sur le site de la TECOR, il y a un dispositif très particulier qui s'appelle le chômage longue durée. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, donc l'État va payer les salaires sur une base de longue durée de 2 ans. 2 ans. Si, je pense que c'est un dispositif qui n'existe pas ailleurs. Et pourquoi on fait ça pendant 2 ans? Parce qu'on se dit que les gens qui ont cette compétence dans ce secteur d'activité, s'ils partent, s'ils vont faire autre chose, le jour où la TECOR voudra réembaucher, ou Costco voudra réembaucher, ou JCB-Aero voudra réembaucher, il ne trouvera pas. On sait que c'est compliqué. Donc c'est bien de conserver ces ressources pendant 2 ans. Mais est-ce que vous comprenez, Monsieur le député, que sans caricaturer, les gens puissent se dire ou demander à ces entreprises des formes de contrepartie en termes d'engagement? Je veux dire, s'il y a de l'argent public, et c'est bien qu'il y ait ces dispositifs, parce que vous avez raison de dire que sinon ces entreprises seraient par terre, qu'elles puissent continuer. Les évocations qui sont parfois faites de délocalisation d'une partie de l'activité dans des pays à coût de main-d'œuvre très bas, comme on l'entend, peut paraître choquant pour le contribuable public qui, lui, participe au redressement. Donc, on comprend bien qu'on est dans une compétition mondiale. Personne ne peut dire le contraire, mais pour autant, dès lors que dans un pays, les efforts sont réalisés, il y a quand même le sentiment qu'on doit avoir des engagements, si ce n'est des contreparties, des engagements réciproques dans ce domaine-là. Mais c'est absolument compréhensible, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait. Par définition, vous ne payez le chômage partiel qu'un collaborateur que vous gardez. C'est-à-dire, donc, la contrepartie, là, au premier niveau, c'est que l'emploi est préservé. Autrement, si vous ne préservez pas l'emploi, ben vous n'avez pas cette aide. Donc, la contrepartie, elle est assez directe. Mais il faut probablement aller plus loin. Vous avez raison, c'est assez choquant. Attention, sur le secteur aéronautique particulier, attention à une sorte de protectionnisme, parce que s'il y a un secteur qui bénéficie de l'ouverture de la concurrence mondiale, c'est bien Airbus et c'est bien l'aéronautique. Si Airbus ne vendait que… Si on était en circuit court pour l'aéronautique, Airbus n'aurait pas la puissance qu'il a. Donc on bénéficie heureusement de son activité au niveau mondial. Donc, attends, vous avez raison. Et il y a de toute façon, les députés travaillent aujourd'hui. Je fais partie d'un groupe de travail sur ces compensations. La grande majorité des aides que nous avons sont… si vous voulez, il y a une contrepartie qui est demandée aux entreprises. Mais attention, c'est pas noir et blanc. Si vous voulez. Vous ne pouvez pas, sauf avoir une vision caricaturale, vous ne pouvez pas dire à une entreprise, si vous donne 1 euro, vous êtes obligé de garder tous vos salariés pendant 10 ans, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Vous pouvez décider qu'une partie des aides permettent de sauver une partie de l'emploi, et qui est aussi une réalité économique globale. Et c'est un vrai sujet qui nous anime. Pour terminer peut-être sur le volet aéronautique, il y a 8 dossiers qui sont en cours aujourd'hui, donc il y a 8 entreprises
du Gers qui ont fait des demandes d'aide à l'investissement. Je suis assez optimiste et les résultats devraient arriver la semaine prochaine, je crois, pour ces entreprises. Un certain nombre d'entre elles vont pouvoir bénéficier. Parce que d'un malheur, essayons de faire quelque chose de pas trop mal. Dans cette idée du plan de relance, il y a sauver les entreprises, mais il y a aussi transformer notre pays, transformer notre industrie. Et ces aides-là, elles ne sont pas simplement là pour venir combler des trous, elles sont aussi là pour permettre à ces entreprises de se transformer. Et donc les aides, les investissements, ce sont souvent pour de nouvelles chaînes ou de modernisation de leur outil. Sur l'agriculture, c'est pareil. Il y a de nombreux dispositifs sur l'agriculture et qui sont là pour, sur l'abattoir de Condom, par exemple. Je sais aussi que vous êtes un défenseur de cet abattoir, Monsieur le Président. Donc il y a des aides, c'est une transformation dont on parle. Toute l'aide, je crois qu'il y a 100 millions, 300 millions, je ne sais plus, je m'y perds, sur le matériel agricole également, c'est une transformation, une modernisation pour que le numérique permette aux agriculteurs aujourd'hui d'être meilleurs, en particulier sur le phytosanitaire, qu'ils aient des dispositifs aujourd'hui qui leur permettent de réduire les implants qu'ils font. Quand on parle de rénovation thermique, c'est aussi une transformation. Arrêtons avec toutes ces passoires thermiques, que ce soit dans les bâtiments publics, aussi dans les bâtiments des particuliers. Donc c'est une manière de transformer. Et sur ce sujet, monsieur le député, effectivement, de temps en temps, on a le sentiment, et au fond, je peux le comprendre parce que c'est pratique de faire comme ça, que ce plan de relance pourrait être simplement un plan de relance du monde d'avant, alors que moi je considère que le monde d'après, on est en train et on est obligé de le construire maintenant, en réalité. Que cette crise sanitaire, elle nous renseigne aussi sur des évolutions de la part des citoyennes et des citoyens, sur ce qui sont leurs priorités, sur ce que sont leurs volontés. Et on sent un désir, en tout cas moi je le ressens comme ça, de protection sanitaire, protection sociale, protection environnementale, protection de l'épanouissement de la culture, des choses comme ça. Vous voyez, une dimension un peu plus, moi je défends souvent ce que j'appelle la politique du care, c'est-à-dire une protection véritable, et on le sent. Et bien évidemment, pour relancer, pour booster la commande publique, comme nous l'a dit monsieur le préfet, on comprend bien que ce plan de relance, il peut prendre toutes les choses qui existent déjà pour les faire repartir, mais un peu comme avant. Alors, il y a effectivement sur la transition énergétique une première réponse, mais je voulais vous dire le sentiment qu'on a, et on ne l'a pas comme ça. On en discute ici, mais on avait fait une grande enquête cet été auprès des Gersoises et des Gersois, et on voit bien qu'il y a des changements sur les priorités, sur les modes de mobilité, sur des choses comme il y a des donc je ne parle pas de changement de paradigme, mais malgré tout, il y a le sentiment que avec cette crise sanitaire, qui peut en amener d'autres, hélas, dans les années qui viennent, il y a la nécessité effectivement de changer un peu la focale, si j'ose dire. Vous avez parfaitement raison, mais là on est sur le réglage du en même temps, si vous permettez. Donc moi je ne fais pas partie de ces gens qui sont extrémistes dans leur position, et vous non plus, je le sais, mais je voudrais dire, bon, l'avion, c'est le monde d'avant, ça pollue, on arrête. Avec à chaque fois des drames considérables, des drames sociaux, des drames industriels. Donc, tout est question, je crois, on le voit sur la voiture électrique, on le voit sur l'agriculture, sur le mode d'agriculture. Tout est un sujet de timing et de temps qu'on donne aux industriels et aux Français, qui font partie des entreprises et qui sont même la force numéro 1 des entreprises, de s'adapter. Mais attention de ne pas retirer l'échelle au peintre, si vous voulez. Il faut se donner un peu de temps. Donc comment, en même temps, on arrive vers ce monde qu'on appelle tous de nos voeux, plus care, vous l'avez dit, qui soit aussi plus respectueux de la nature, et c'est une priorité absolue. Et comment on évite quand même des drames sociaux. On arrive on dirait que, vous voyez, d'un seul coup, il ne faut plus de voitures, que voilà, toutes les extrémités qu'on entend, plus de sapins, plus de trucs, etc. Donc, on est bien là, dans une transformation la plus rapide possible pour arriver à un monde qui soit plus respectueux et plus juste, et fondamentalement plus juste, mais c'est un défi pour tout le monde, c'est pas simple. Pardon un instant, je dois vraiment
dire aux gens qui participent en visio ou ailleurs et aux citoyennes et aux citoyens qui sont là que s'ils souhaitent d'ores et déjà poser une question à monsieur le député, ils peuvent le faire. J'adore le dialogue, mais j'aime encore mieux le trilogue, le quadrilogue ou le multilogue. Donc, je ne voudrais pas, s'il y a des questions à ce stade sur les questions économiques, sur le ressenti, sur les craintes qui s'expriment, que vous entendez dans les conversations que vous pouvez avoir dans votre entourage, n'hésitez pas à lever la main et me le dire pour que je puisse vous dire. Sinon, on va laisser poursuivre Jean-René Cazeneuve sur son... Non, mais presque... Non, mais je vous encourage à le faire, pour tout le monde. J'ai fini. Hein. Ouais. On va parler pendant des heures, mais ça n'a aucun intérêt.